Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un numéro un peu spécial puisque je voudrais rendre hommage à Pierre Rabhi qui nous a quittés hier. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Pierre Rabhi c'est un pionnier de l'agroécologie, un philosophe, un écrivain avec une écriture si subtile, si belle. Pierre Rabhi fait pour moi partie des grands hommes. J'ai tout le temps été en admiration pour des grands hommes tels que Gandhi, Mandela, Martin Luther King, des gens comme l'abbé Pierre, des femmes comme Mère Teresa, etc., etc. Chacun dans leur domaine. Et ce qu'il y a d'émouvant et de touchant avec Pierre Rabhi, c'est cette humilité vraiment extraordinaire, cette capacité à rassembler vraiment des milliers de personnes parfois pour des conférences. Pierre Rabhi, c'est aussi un destin, le destin d'un homme qui a su construire sa vie telle qu'il l'a décidé, en s'installant notamment en Ardèche pour être plus proche de la nature, plus loin des villes, plus loin de l'urbain, moins hors sol comme il aimait le dire. Mais également cette installation en Ardèche, dont il a fait profiter vraiment certainement des centaines et des centaines de personnes. Pour ma part, j'ai eu la chance de m'y rendre, début des années 2000. Je travaillais alors avec Sophie Rabhi, sa fille, sur un projet d'école Montessori. Et ce qui m'a étonné sur son lieu de vie à la Blachère, c'est vraiment l'incarnation de son idéologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clôture, il y a une liberté de terre non clôturée. Car pour lui, la terre était vraiment le bien commun de l'humanité. Et nous pouvons faire le parallèle avec Henri David Thoreau qui, au XIXe siècle, condamnait et critiquait très fortement la montée du matérialisme qui provoquait justement le fait de clôturer les terres, de les diviser, de les rendre privées. Et comme je l'observe souvent quand je me balade sur un chemin, même bétonné on va dire, quand vous êtes sur un chemin, que vous voyez les villas à droite, à gauche, et en fait, vous voyez que toutes ces maisons sont malheureusement toutes compartimentées, et qu'aujourd'hui, avoir un bout de terre devient presque un luxe, alors qu'à l'origine, il est notre bien commun à tous. Pierre Rabhi, pour ma part, est un grand homme qui est méconnu, principalement connu, effectivement, quand on porte un intérêt pour l'écologie, ou voilà, une certaine philosophie de vie. C'est quelqu'un qui mérite d'être connu, notamment par les jeunes, par tout le monde en réalité. Et ce qui me semble aussi important à travers le destin de Pierre Rabhi, c'est le fait d'incarner l'action par l'utilisation de ses mains, de son intelligence, du cœur. On voit bien aujourd'hui qu'on manque cruellement de représentation de personnes qui agissent concrètement. Je ne parle pas autour de nous, mais je parle surtout d'un point de vue médiatique. C'est-à-dire que quand on regarde les politiciens, finalement on ne les voit jamais agir de leurs mains. C'est-à-dire qu'on les voit toujours des têtes pensantes, en costume. Et même quand ils doivent sortir de leur voiture, il y a même quelqu'un qui leur ouvre la voiture, qui la referme derrière eux. Ça ne signifie pas que chez eux ils ne fassent rien, bien évidemment, au niveau manuel, mais en tout cas sur l'image symbolique que ça nous renvoie, ce sont juste des têtes pensantes. Et Pierre Rabhi, même s'il bien évidemment n'était pas engagé politiquement plus que ça, même s'il s'est quand même présenté au présidentiel de 2002, son action était vraiment beaucoup plus tournée vers l'agroécologie, nous permet aussi de reconsidérer ce travail de la main essentiel dans nos sociétés modernes, essayer d'utiliser le plus possible notre faculté manuelle. Il faut d'ailleurs rappeler que l'intelligence humaine s'est basée essentiellement sur l'action de nos mains, qui nous différencie essentiellement des animaux. Donc si nous avons à retenir vraiment l'essentiel de ce destin et de cette philosophie de vie qu'incarna Pierre Rabhi, c'est vraiment notre capacité d'une part à utiliser nos mains, mais également à ne pas être dans une espèce d'orgueil ou de fierté de ce que nous faisons ou de ce que nous accomplissons. Et en ce sens, il est très proche de la philosophie du zen ou du bouddhisme du non-attachement. Il aimait souvent raconter l'histoire suivante.
une histoire vécue, du coup, où après une journée de travail où il avait coupé du bois avec un ami, de nombreuses stères, et s'était assis le soir à contempler tranquillement un coucher de soleil. Et puis il s'est tourné vers son ami, il a dit « Tu as vu ça ?» Et son ami lui aurait dit « Ah oui, on a vraiment coupé beaucoup de bois aujourd'hui. » Et il illustre cette histoire pour justement nous montrer en fait que l'essentiel, c'est pas forcément le résultat du travail, c'est-à-dire cette notion de rentabilité qui est vraiment tellement présente en nous depuis l'éducation pour effectivement essayer de se sentir aimé parce que nous accomplissons des choses, parce que nous avons une note, etc., etc. Mais bien plus d'être dans l'instant et sortir effectivement de cette notion de rentabilité. Comme disent les bouddhistes, on fait pour faire, quelque part pour la beauté du geste. Donc c'est vraiment les deux choses essentielles, les deux idées essentielles que j'aimerais retenir de Pierre Rabhi sur son destin. Et je finirai cette vidéo sur une citation issue de son livre « Vers la sobriété heureuse » de Pierre Rabhi, paru aux éditions Babel, Essai. Je cite « Il m'a toujours été difficile de définir, de décrire la sobriété telle que je la ressens depuis de nombreuses années. En faire une option de vie est déjà beaucoup, mais cela est loin d'en révéler la subtilité. Elle peut être considérée comme une posture délibérée pour protester contre la société de surconsommation. C'est, dans ce cas, une forme de résistance déclarée à la consommation outrancière. Elle peut être justifiée par le besoin de contribuer à l'équité, dans un monde où surabondance et misère cohabitent. Le monde religieux en a fait une vertu, une ascèse. En réalité, c'est un peu tout cela, mais plus que cela. Lors de ma campagne électorale de candidat à la candidature à l'élection présidentielle française de 2002, j'affirmais, et continue de le faire, que le modèle de société destructeur qui s'est imposé à toute la planète n'est pas rafistolable. S'acharner à le maintenir comme le fait la gouvernance du monde est vain et ne fait qu'en prolonger l'agonie. Les effets désastreux induits ne cessent de s'amplifier. Les ajustements géopolitiques nécessaires à un nouvel ordre mondial sont incompatibles avec le principe de croissance économique illimitée. Les évolutions climatiques, écologiques, économiques et sociales, prévisibles comme imprévisibles, nécessitent une créativité sans précédent. La sobriété heureuse ne peut se réduire à une attitude personnelle, repliée sur elle-même. Partant d'un art de vivre personnel, nous sommes impérativement invités à travailler à la sobriété du monde, en passant de la logique du profit sans limite à celle du vivant. Il est question, en langage savant, de changer de paradigme. Changer de paradigme signifie, selon nos aspirations, mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et tous nos moyens à leur service. Alors, on se surprend à rêver à des rencontres au sommet de toutes les nations, enfin conscientes que la planète Terre n'est pas un gisement de ressources à épuiser, mais une très précieuse oasis de vie. Les biens absolument vitaux qu'elle recèle doivent être protégés par une réglementation spécifique. Il faudrait voter des résolutions radicales pour en préserver l'intégrité. Les forêts, le sol nourricier, l'eau, les semences, les ressources halieutiques, etc. doivent impérativement être soustraits à la spéculation financière. Il est navrant et révoltant de voir le patrimoine vital de l'humanité et des innombrables créatures qui partagent son destin être, sans vergogne, subordonnés à la vulgarité de la finance. Un livre que je vous conseille donc, c'est vraiment un très très beau livre. Et Pierre Rabhi, c'est aussi donc tellement d'années d'engagement. Je crois que un petit peu aussi ceux qui m'écouteront seront un petit peu, on va dire, dans une situation complexe dans cette société actuelle, puisqu'il y a certains d'entre nous, il y a 20, 10 ans, 20, 25 ans, 30 ans, on a mis en place des choses, on a essayé de faire des choses pour faire avancer ce monde. On y croyait, on avait vraiment l'espoir d'un monde plus écologique, sans pesticides, avec tout un rapport à la vie qui n'était pas basé justement sur la croissance, la finance. On avait vraiment une pensée logique de pouvoir mettre en place des choses
qui soit équilibré. Et en fait, de voir effectivement que finalement, ça va pas du tout mieux. Et que contrairement parfois à ce qui est annoncé, la réalité est tout autre. Hein. Je peux vous citer d'ailleurs un passage d'un magazine, hein, 60 millions de consommateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout entendu aux médias, bien évidemment. Que la vente des pesticides en France a augmenté de 23% en 2020, comparé à l'année précédente, comme annoncé fin juillet par le ministre de l'Agriculture. Ainsi, 44 036 tonnes de produits phytosanitaires ont été vendues, avec une hausse significative pour le glyphosate, plus 42% par rapport à 2019. Rappelons que le glyphosate est un herbicide classé cancérigène probable par le Centre international de recherche sur le cancer. L'objectif de diminuer de moitié l'utilisation de glyphosate d'ici 2022 en France semble être difficile à atteindre. Donc on voit bien que malgré cette idéologie écologique, on voit bien qui prend de plus en plus place au sein de la population. On voit bien que dans la réalité, il y a encore un tel fossé, un tel décalage. Après, bien évidemment, il y a toutes ces informations, mais l'essentiel, à l'image de Pierre Rabhi, justement, est l'action. C'est-à-dire que quelqu'un qui se plaint en agissant 7-8 heures par jour de manière écologique, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui se plaint 7 à 8 heures par jour sur tout ce qui se passe et qui n'agirait que quelques minutes, voire pas du tout. Je pense que vraiment notre priorité, c'est effectivement de toujours faire ce qui est notre possible à l'endroit où nous sommes. Et merci d'avoir partagé ce moment ensemble. Et je vous propose d'avoir une pensée, un moment d'attention chaleureux que nous pouvons envoyer à ce grand homme, là où il est maintenant. Je souhaite à tous une excellente journée.